L'ex-ministre togolais Pascal Bodjonan, inculpé dans une affaire d'escroquerie internationale, a été libéré de prison ce samedi. Libération d'une Australienne enlevée au Burkina Faso, l'annonce a été faite hier par le président nigérien Issoufou Mahamadou. Et puis au Nigeria, les fossoyeurs enterrent les corps des islamistes de Boko Haram au cimetière central de Maiduguri. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bienvenue. Au Togo, libération ce samedi de l'ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Pascal Bodjonan. Il était inculpé depuis le 21 août 2014 dans une affaire d'escroquerie internationale. Il a passé 8 mois en détention à la gendarmerie nationale togolaise avant de rejoindre la prison civile de Tchévié. D'autres précisions avec Ferdinand Gadi. Après avoir passé 525 jours dans les geôles de la prison civile de Tchévié, une localité située à 35 km au nord de la capitale togolaise, Pascal Bodjonan, ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, est libéré ce 6 février. Pascal Bodjonan, le premier directeur de cabinet du président Faure Gnassingbé, a été inculpé le 21 août 2014 après avoir passé 8 mois de détention à la gendarmerie nationale togolaise pour une affaire dite d'escroquerie internationale dans laquelle il a été cité comme témoin. La nouvelle de sa libération a drainé ce samedi un monde devant son domicile à Lomé. L'ami de la presse, comme certains se plaisent bien à le surnommer, Pascal Bodjonan, malgré ses jours passés derrière les barreaux, n'a pas voulu perdre quelques minutes avant de renouer à son habituel exercice. Devant les professionnels des médias, le désormais ancien détenu de la prison civile de Tchévié a remercié Dieu avant d'exprimer ses sentiments de gratitude envers les leaders politiques, les confessions religieuses, les magistrats et à tous ses compatriotes togolais. L'homme politique du Kouméa est désormais plus proche de sa famille. Le président nigérien Issoufou Mahamadou a annoncé dans la soirée d'hier la libération de l'Australienne Joséphine Elliott. Pour rappel, cette dernière a été prise en otage à Djibo, au nord du Burkina Faso, le 15 janvier 2016. Suivez ici respectivement la déclaration du président nigérien et celle de Joséphine Elliott après sa libération. Ces efforts ont abouti à un premier résultat. Ceux qui ont enlevé le couple ont bien voulu accepter la libération de madame qui est devant vous, qui est sur ma droite, madame Joséphine Elliott, que je félicite très chaleureusement pour sa libération. Et j'espère aussi que la libération de son mari sera obtenue. Je veux remercier tous pour vos efforts. Je veux aussi remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci. En Centrafrique, un avion en provenance de Dubaï contenant 80% du matériel électoral est arrivé à l'aéroport Mpoko ce samedi à Bangui. Un matériel qui doit servir pour le second tour de l'élection présidentielle et du premier tour des élections législatives. La distribution dans les provinces de ce matériel électoral doit débuter ce dimanche. Les matériels sont arrivés à temps. Ça veut dire que nous avons mis le facteur temps comme déterminant dans la réussite du processus. C'est des dispositions qui sont prises, mais là particulièrement, dès demain, les matériels commenceront à aller sur l'ensemble du territoire, juste dans 2 jours, 3 jours. Dans les meilleurs des cas, on aura fini de déployer le matériel à l'intérieur du pays. Nos compatriotes se mobilisent comme par le passé. Que les candidats observent le strict
respect des règles à la matière pour permettre que le vote se déroule dans les meilleures conditions possibles. Présidentielle au Bénin, encore du soutien pour le candidat Sébastien Adjavon. Et cette fois-ci, ce sont les populations de Cotonou et ses environs qui lui ont déclaré leur soutien au stade René Pleven d'Akpakba. Reportage. Dans quelques jours, la campagne électorale pour le premier tour du scrutin du 28 février sera lancée. Mais en attendant, les déclarations de soutien au candidat Sébastien Adjavon se poursuivent. En effet, c'est au tour des populations des premiers, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements de Cotonou et environ de jeter leur dévolu sur l'homme. Et ce, pour les mêmes raisons que ceux qui jusqu'à présent le soutiennent. L'espoir est permis, chère population de Cotonou et environ. Sébastien Germain Adjavon est notre prochain président de la République. Mais pourquoi avons-nous choisi Sébastien Germain Adjavon? Parce que c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Parce que c'est un homme qui est à l'écoute des autres. Parce que c'est un créateur d'emplois. Parce que c'est un homme de parole et d'audace. Parce que c'est un homme de partage. Parce que c'est un patriote. Et ce ne sont là que quelques raisons. À un homme comme ça, nous ne pouvons pas marchander notre soutien. L'heure était également à la sensibilisation des populations afin qu'elles aillent retirer leur carte d'électeur pour assurer une victoire certaine à leur candidat, qu'est Sébastien Adjavon. La victoire ne peut arriver que si et seulement si nous sortons massivement pour aller voter. N'oubliez donc pas le moment venu d'aller chercher votre carte d'électeur. Seul permis pour aller voter et porter Sébastien Germain Adjavon au pouvoir. Et surtout, notre phrase fétiche doit être « Je vote, mais je ne bouge plus », car il se prépare à nous voler notre victoire. Mais je compte sur la jeunesse que nous sommes pour refuser l'imposture. Ainsi donc, la vague bleue poursuit son ascension vers la marina. Au Nigeria, plus précisément au cimetière central de Maiduguri, les fossoyeurs enterrent les islamistes de Boko Haram. Les cadavres ne sont pas enterrés dans le respect des rituels de l'islam. Les images. Même les morts ne reposaient pas en paix quand les insurgés de Boko Haram ont jailli dans la ville de Maiduguri, au nord-est du Nigeria. Dans le plus grand cimetière de la ville, les fossoyeurs se souviennent de la première intrusion des insurgés. Ils ont attaqué la tombe d'un imam. Nous sommes venus pour parler, mais nous ne savions pas qu'ils avaient des fusils. Nous nous sommes donc fait discrets parce que si nous avions insisté, ils nous auraient tués. Au pic des attaques à répétition et des attentats suicides perpétrés par Boko Haram, les fossoyeurs enterraient quotidiennement des dizaines, voire des centaines de corps dans des conditions sanitaires épouvantables. Mais la contre-offensive du gouvernement a ramené un semblant de paix dans cette ville éprouvée. Les cadavres des islamistes ne sont pas enterrés dans le respect des rituels de l'islam. Ils sont inhumés indifféremment dans ce vaste terrain vague. Quelques proches des victimes rendent visite aux défunts, mais le travail de forçat des fossoyeurs n'est pas reconnu. Nous travaillons du matin jusqu'à 18 h à la fermeture des portes. Nous travaillons ici et personne ne se soucie de nous, même pour nous donner quelque chose, pour acheter de la nourriture. Ça nous fait vraiment mal. L'insurrection des islamistes de Boko Haram a fait plus de 17 000 morts depuis 2009. Avec l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, l'armée nigériane a lancé une contre-offensive avec des alliés régionaux, mais peine encore à faire face dans les villes de l'extrême nord du pays. Dans le cimetière de Maiduguri, les morts gardent pour eux les récits des atrocités subies aux mains des insurgés. Direction la Côte d'Ivoire, contribution du lobbying et de l'intelligence économique dans le journalisme d'investigation. C'est le thème qui a réuni à Abidjan des journalistes du secteur économique. Chris Paterne à Sémian.
Commune du plateau à Bigan. Chaque matin, cet endroit attire des foules. C'est ici que beaucoup découvrent les premières apparitions du jour. Deux sujets passionnent quotidiennement les lecteurs, la politique et l'économie. À mon avis, il n'y a pas de vrais journalistes formés en économie. Pour les professionnels du journalisme économique, les causes sont loin d'être une contrainte à l'exercice de leur métier. Nous avons beaucoup de difficultés. Les difficultés surtout au niveau des collectes des informations, parce que souvent c'est pas facile quand on va voir des ministères, on va voir des institutions pour avoir les informations. Bon, ils te disent que la science à l'information c'est un peu compliqué, c'est pas facile et autres et tout ça. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique met le pied à l'étrier. Il y a trois contraintes qui se posent dans le contexte ivoirien, ivoire-africain. Le premier problème, c'est le problème des ressources et des moyens qui sont très limités pour les journalistes ivoiriens et les journalistes africains en général. Donc il faut trouver une solution à cela. Le deuxième problème étant le problème de concentration de pouvoir, où les journalistes ont affaire en face des pouvoirs, que ce soit exécutif, législatif, etc., qui sont entremêlés. Donc il faut résoudre ce problème. Et enfin, le troisième problème, c'est le problème de la protection des sources d'information qui doit pouvoir encourager les gens à donner de l'information. Le réseau des journalistes pour la promotion des PME, RJPME, veut promouvoir le journalisme d'investigation par le lobbying et l'intelligence économique. Une contribution certaine à la stabilité politique et économique des pays africains. Et puis les secouristes taïwanais sont engagés ce dimanche dans une course contre la montre pour retrouver une centaine de personnes. Ces dernières sont toujours ensevelies sous les décombres d'immeubles qui se sont écroulés après un puissant séisme dans le sud de Taïwan. On a enregistré l'effondrement d'un même ensemble résidentiel de 16 étages et comportant près de 100 logements. Le bilan de la catastrophe qui a fait 18 morts s'alourdit au fur et à mesure que les secours avancent dans leurs opérations. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur SICA.